Gouvernance de l'autorité palestinienne. Bon, Mikosi, vous êtes avec moi, notre spécialiste des questions internationales à France Info. Quel était l'objectif de cette visite de 2 jours d'Emmanuel Macron en Égypte? On vient de l'entendre. De donner une crédibilité à un plan égyptien qui permettrait un règlement politique et puis d'abord, dans un premier temps, de ramener la paix, un cessez-le-feu, ramener la paix et un règlement politique à Gaza. Parce que tout le monde a entendu les propositions de Donald Trump, et Emmanuel Macron les juge totalement irréalisables et même pas souhaitables. Et il y a eu hier soir un coup de téléphone intéressant sans doute entre Emmanuel Macron, Donald Trump, mais à côté d'Emmanuel Macron, il y avait le président égyptien Al-Sisi et du côté de Donald Trump, il y avait le premier ministre israélien qui est en visite à Benjamin Washington. Netanyahou. Donc finalement, c'est un coup de fil à 4. Très clairement, l'idée, c'est que la France soutient le plan égyptien dont Emmanuel Macron dit qu'il est réaliste pour l'avenir de Gaza. Alors on peut le résumer en vraiment 3 points principaux. D'abord, un cessez-le-feu. C'est ce que le président vient de dire. Deuxièmement, une nouvelle gouvernance pour la bande de Gaza, ravagée par 18 mois de bombardements qui ont fait au moins 40 000 morts, rappelons-le selon les sources crédibles. Dans ce plan, le Hamas serait exclu du gouvernement de Gaza. C'est-à-dire que le Hamas ne gouvernerait plus la bande de Gaza, et il ne devrait plus menacer Israël. C'est ce qui est écrit dans le plan. Alors le Hamas, qui est très affaibli, pourrait effectivement accepter de ne plus administrer Gaza, mais il refuse absolument toute idée de désarmement. Et les dernières attaques israéliennes ont au contraire renforcé la détermination du Hamas. Alors qui pour gouverner? C'était la question que posait Emmanuel Macron. Qui pour gouverner Gaza. Très clairement, de moins en moins Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas a 90 ans. Il est le numéro 1 de l'autorité palestinienne, mais tout le monde convient qu'il est malade, âgé et qu'il ne représente pas une solution d'avenir. Alors voilà exactement ce dont quoi Emmanuel Macron a parlé avec le général Al-Sisi, mais également dans une autre communication téléphonique avec le prince héritier d'Arabie Saoudite et également dans une de vive voix avec le roi Abdallah de Jordanie. Donc l'idée, c'est de faire avancer un plan qui serait crédible et qui s'opposerait au plan de Donald Trump. Alors pendant ce temps, sur le terrain, la défense civile palestinienne a annoncé 19 morts dans des frappes israéliennes depuis lundi soir. Je vous propose de faire le point avec Alizé Calvo, on en parle juste après. Au milieu des décombres, ces Palestiniens déplacent le corps d'un défunt. De nombreux habitants de ce quartier sont décédés lundi sous le poids des gravats. Leur ville a été visée par des frappes israéliennes. Nous dormions paisiblement quand soudain, des missiles se sont abattus sur la maison. Nous nous sommes précipités dehors, terrorisés, sans même savoir au début où la frappe était tombée. Dans le sud de la bande de Gaza, les dernières nuits ont aussi été rythmées par les bombardements. Nous avons essayé autant que possible de secourir les blessés et de chercher des survivants. Nous avons été surpris de voir que la plupart des morts étaient des enfants. Selon le Hamas, près de 1400 personnes auraient été tuées depuis la reprise des frappes israéliennes le 18 mars dernier. Sur place, les humanitaires se disent démunis face à cette situation dramatique. Les équipes, elles sont terrorisées aujourd'hui. Elles nous disent au quotidien qu'elles c'est peut-être même pire qu'avant la trêve, pour vous dire à quel point de désespoir ils sont. Ils ont été à nouveau déplacés. C'est 200 000 personnes qui ont été déplacées ces 15 derniers jours, qui sont à nouveau concentrées à Mawazi sur une bande de quelques kilomètres carrés. Vous avez 1,5 million de personnes qui dorment dans les flaques, sous les bâches en plastique et qui prennent régulièrement des bombes. Le 23 mars, 15 secouristes ont été tués dans leur ambulance par des tirs israéliens. Le Croissant Rouge palestinien affirme que ces tirs étaient intentionnels, ce que dément Israël. Il ne suffit pas de nous réconforter avec des condoléances et de belles paroles sur l'enquête et la responsabilité. Il faut agir. L'armée israélienne a affirmé avoir ouvert le feu en raison d'une menace. Le chef de Tsahal ordonne désormais une enquête plus approfondie. Alban Mikosi, on voit effectivement sur le terrain, la situation est extrêmement tendue. Oui, on est très loin d'un cessez-le-feu. On est très loin du cessez-le-feu, le contexte est tendu. Le cessez-le-feu a été interrompu le 18 mars dernier. Très clairement, il n'y a pas de volonté de l'armée israélienne et du gouvernement de Netanyahou d'aller vers un cessez-le-feu. Eux pensent qu'ils doivent éradiquer le Hamas et qu'une campagne de bombardement va continuer à y participer. Très clairement, ce sont les populations qui en souffrent terriblement, les populations et les humanitaires, puisqu'on a vu que le 23 mars, parmi les 15 personnes qui ont été tuées par ce bombardement israélien, ce sont
des secouristes et des humanitaires. Donc, très clairement, il y a deux logiques qui se heurtent profondément. Le plan américain, personne n'y croit. Pour être clair, certainement pas le chef d'État égyptien et le jordanien, pour une raison toute simple, c'est que d'abord, les Palestiniens n'ont pas du tout l'intention de quitter la bande de Gaza. Les 2 millions de Palestiniens qui y vivent, c'est chez eux. Et les chefs d'État égyptiens et jordaniens ne voient pas les Palestiniens venir dans leur pays. Ça, c'est absolument impossible. Donc, il y a une pression américaine, ce qui est vrai. Donald Trump, vous savez, en supprimant USAID, par exemple, il a mis entre parenthèses un financement de 2 milliards d'euros au bénéfice de l'Égypte, par exemple. C'est un moyen de pression. Et ce que pense le président de la République française, comme d'ailleurs le chef d'État égyptien, c'est qu'en faisant front commun sur Gaza, ils seront plus crédibles et que si leur proposition est finalement retenue par la majorité des pays arabes, par l'Arabie saoudite, par le Qatar, eh bien Donald Trump va être obligé d'en tenir compte. Est-ce que là, ce déplacement d'Emmanuel Macron, là en Égypte, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, ça va permettre au président français de jouer un rôle dans les futures négociations? Parce qu'on l'a vu, les dernières semaines, les derniers mois, l'Europe et la France n'avaient pas de rôle officiel. Ils étaient absolument absents de toute négociation. Est-ce que là, Emmanuel Macron a joué sa crédibilité pour peser dans d'éventuelles négociations à venir? Alors on va découper votre question en deux. Oui. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer? On va oublier l'Europe. L'Europe, elle est inaudible et elle n'est pas attendue sur ce conflit. La France a une tradition de diplomatie présente au Proche-Orient. Le rôle de la France, il n'est pas central. Ne faisons aucune illusion là-dessus. Le rôle de la France, il est de d'aider un plan qui serait validé par les pays arabes à être communiquer aux Occidentaux et que les Occidentaux le soutiennent. Ce qui mettrait du coup Donald Trump un peu en position d'être isolé, avec Benjamin Netanyahou seulement, et donc l'obligation d'étudier la crédibilité de ce plan. Vous voyez, le rôle de la France, il n'est pas majeur, mais il n'est pas nul non plus. Le rôle de la France, il est de rendre crédible, de donner de la force à ce plan présenté tout à la fois par l'Égypte et par l'Arabie saoudite. Je propose qu'on écoute le président des États-Unis qui, lui, ne compte pas renoncer à son projet de plan de cessez-le-feu. Écoutez. Peut-être que les États-Unis aient le contrôle sur la bande de Gaza serait une bonne chose, parce que tout ce qu'on a vu ces dernières années, c'est de la violence et des meurtres. Et si on prenait les Palestiniens et qu'on les déplaçait ailleurs, qu'on les faisait rentrer dans d'autres pays, il y a beaucoup de pays qui les accueilleraient, on pourrait appeler ça une zone de liberté, une zone libre, où les gens ne seront pas tués tous les jours. Ça, c'est vraiment un enfer pour l'instant. Vous savez ce que moi j'en pense? Je pense que c'est vraiment une zone vraiment excellente pour construire. Sauf que, Alban Mikosi, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le droit international et qu'on ne peut pas déplacer. Non, ça s'appelle une déportation massive de la population. On ne peut pas déplacer des populations à un moment donné. Est-ce que Donald Trump va se confronter au réel? Alors, c'est une bonne question. Enfin, réaliser qu'il y a le réel et un droit international. Alors, le droit international, c'est pas la chose qui inquiète le plus Donald Trump, pour être franc. Le multilatéralisme, la Cour pénale internationale et tout ça, pour lui, ça n'a aucune espèce d'importance. Il y a une réalité, c'est que le plan dont il parle, là, quand il dit « ce serait bien que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza ». Ah bon, mais comment? Avec quels soldats? Attendu par qui? Soutenu par qui? Personne n'y croit. Il est dans une fiction. Ça serait bien de développer économiquement le territoire. Oui, ça serait bien. Alors, il y a eu un plan comme ça dans les années 2000. Il y a même eu la création d'un port à Gaza. Il y a même eu la création d'un petit aéroport. Il y a eu un moment où on a pensé que Gaza allait pouvoir se développer économiquement. Est-ce que c'est souhaitable? Oui, bien sûr. Et c'est souhaitable qu'il y ait la paix plutôt que la guerre. Mais le plan de Donald Trump, il est totalement hors de la réalité. Personne n'y croit. Et je suis même pas certain qu'il y croit lui-même. Et que son administration y croit. Dernière question, Alban, pour revenir à ce qu'on disait sur le plan élaboré par Emmanuel Macron, qui disait il ne faut pas que le Hamas puisse gouverner la bande de Gaza par la suite. On sait qu'il y a eu
quelques manifestations, effectivement, de Palestiniens dénonçant le Hamas ces dernières semaines. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau ou qui pourrait éventuellement changer la donne pour la suite? Évidemment, c'est très difficile de mesurer ce que pensent véritablement les Gazaouis. Les Gazaouis, ils voudraient surtout que les bombardements cessent et ils voudraient retrouver un tant soit peu, même pas des conditions de vie, des conditions de survie déjà plus correctes, parce qu'on en est là. Les dernières élections dans le territoire, elles datent de 2006. Depuis 2006, il n'y a pas eu d'élection malgré les promesses des uns et des autres, et notamment du Hamas. Le Hamas a-t-il une responsabilité très lourde? Oui, c'est évident. Le Hamas peut-il être associé politiquement à l'avenir de Gaza? Emmanuel Macron, Al-Sisi et le Jordanien que vous voyez là à l'image pensent que non. Ils sont en train de faire le travail auprès du Hamas très affaibli et auprès évidemment de l'Iran pour que le Hamas accepte de laisser la main politique. D'accord? Mais ça ne voudra pas dire la paix parce que le Hamas, lui, considère que le combat contre Israël doit continuer. Merci beaucoup, Alban Amik, aussi, de nous avoir éclairé sur cette actualité à l'étranger et ce déplacement d'Emmanuel Macron qui s'est donc achevé aujourd'hui, ces 2 jours de visite en Égypte. Merci beaucoup, Alban.